Les titres de cette deuxième et dernière édition, suspension provisoire du mot d'ordre de grève de la coalition des syndicats d'enseignants, annonce faite par Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation, à l'issue d'une rencontre avec le cadre unitaire des enseignants. Et puis toujours dans l'actualité en France, Carlos, le terroriste vénézuélien, est condamné à Nice pour avoir commis 4 attentats en France lors des années 80. Tous ces titres vous seront développés dans quelques poignées de secondes par Anne-Marie que voici. Nafi, merci. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous rejoindre. D'abord, cette bonne nouvelle, la coalition des syndicats d'enseignants décide de suspendre provisoirement son mot d'ordre de grève. Cette décision donc fait suite à la rencontre entre la tutelle et le cadre unitaire des enseignants, le ministre de l'Éducation, Mbaye Serigne donc Serigne Mbaye Thiam a décidé d'apporter des réponses appropriées aux revendications des enseignants. Nous l'écoutons. Les questions les plus difficiles concernaient l'indemnité de logement, les indemnités de recherche et de documentation. Sur cette question, les organisations syndicales elles-mêmes étaient dans un schéma, si le gouvernement était d'accord, de pouvoir différer la mise en œuvre sur plusieurs années, à partir de 2014. Nous avons convenu de mettre en place une structure qui va réfléchir sur cette question et de lier cette question à l'étude que le gouvernement est en train de faire sur le système de rémunération et de motivation des agents. En ce qui concerne maintenant la validation des années de volontariat, de vacation et de contractualisation, le gouvernement, par la voie du ministère des Finances, avait indiqué que le montant du rappel était de 33 milliards et que c'était lourd pour les finances publiques. Donc ce qu'on a finalement entrevu comme piste, c'est de mettre en place une commission ad hoc qui va étudier le niveau, les conditions, les modalités pour que l'incidence financière de cette validation-là puisse être soutenable par l'État. Je pense que ce sera une très belle image que le vendredi, gouvernement, organisation syndicale, qu'on puisse aller dans les centres d'examen pour dire que ces enfants-là, on leur a dispensé le savoir pendant 9 mois, nous leur permettons de passer les examens dans de bonnes conditions et en le faisant, nous rassurons leurs aînés qui vont passer le baccalauréat et qui vont passer le BSc. Mbaye Thiam sur la suspension donc du mot d'ordre de grève de la coalition des syndicats d'enseignants. Autre accord, c'est celui entre le ministre de l'économie et le PNUD, 8,5 milliards de nos francs, paraphé par les deux parties. Mansour Sow. Ce partenariat entre l'État du Sénégal et le PNUD est orienté sur 2 axes majeurs. Le programme de renforcement des dynamiques locales et de développement économique et social et le programme de gouvernance pour l'atteinte des OMD. Le PRODES et le GPABO constituent 2 de nos programmes majeurs inscrits dans le cadre de coopération entre le gouvernement du Sénégal et le programme des Nations Unies pour le développement au cours de la période 2012-2016. Certes, les processus de formulation participatif et itératif des 10 programmes ont pris du temps afin de prendre en compte les nouvelles priorités énoncées dans le document de stratégie nationale pour le développement du Sénégal. Ces programmes interviennent dans un contexte marqué par une dynamique forte visant à placer la bonne gouvernance au cœur de l'action gouvernementale du Sénégal. La signature boucle un long processus de concertation entre acteurs, mais marque le début d'une nouvelle phase, un nouveau challenge, l'exécution que nous souhaitons participative, centrée sur les résultats. Mesdames, Messieurs, dans cette perspective, le ministère de la bonne gouvernance s'engage naturellement à prendre soin de ce document et en faire un bon usage pour le triomphe de la politique que le chef de l'État. La promotion de la bonne gouvernance au Sénégal figure, et vous l'avez rappelé, en bonne place dans les options stratégiques nationales du développement, notamment à travers la création de votre ministère, la mise en œuvre du document de politique économique et sociale pendant la période récente et surtout
la programmation et la formulation de la stratégie nationale de développement économique et social, SNDS, pour la période 2013-2017. Selon la représentante résidente du PNUD au Sénégal, ces programmes permettront de mettre un accent sur le développement durable, mais aussi sur la valorisation des outils et dispositifs de planification, de ciblage et suivi-évaluation dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et la protection sociale. À l'étranger, la peine de Carlos confirmée par la Cour d'assises spéciale de Paris, le terroriste vénézuélien a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir commis 4 attentats en France lors des années 80. 4 heures mercredi matin, Carlos a pris la parole pour se défendre devant ses juges. Il a nié toute implication dans les 4 attentats à l'explosif commis à Paris, à Marseille et dans des trains entre 82 et 83. Des attentats qui avaient fait 11 morts et 150 blessés. Peine perdue, il est une nouvelle fois condamné à perpétuité aux grandes dames de ses avocats qui vont se pourvoir en cassation. Carlos a fait une nouvelle victime, la justice. La justice qui vient de le condamner à perpétuité une nouvelle fois, sans aucune preuve scientifique. L'audience l'a démontré. Sans aucun témoin à charge à cette barre, témoin visuel, oculaire des faits. Pas de preuves. Selon l'accusation, ces attentats avaient pour mobile la libération de 2 compagnons d'armes de Carlos. Sur un courrier réclamant leur libération adressé au ministère de l'Intérieur et accompagné de menaces, on avait identifié ces empreintes digitales. Celui qu'on surnomme le Chacal est incarcéré en France depuis 1994, date de son arrestation au Soudan par la police française. Il purge déjà une peine à perpétuité, peine prononcée en 1997 pour le meurtre de 3 hommes, dont 2 policiers à Paris en 1975. Une autre affaire pourrait ramener Carlos devant les assises, l'attentat commis contre le drugstore Saint-Germain en 1974, un attentat qui avait fait 2 morts et 34 blessés. Jérôme Cahuzac a été lui aussi auditionné par une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des fraudes fiscales. L'ancien ministre du Budget n'a fait aucune révélation. Il a tout simplement refusé de répondre aux députés. Il n'a pas choisi une porte dérobée. À scooter, Jérôme Cahuzac vient affronter ses anciens collègues députés. Devant une nuée de journalistes, l'ironie veut que celui qui a menti à la représentation nationale prête serment et s'engage à dire la vérité. Monsieur Cahuzac, est-ce que vous voulez bien vous lever? Levez la main droite et dire « je le jure ». L'ancien ministre revient sur son mensonge et il l'assume. Il a trompé les plus hautes instances de l'État. Je vous ai menti en vous répondant, monsieur le député, tout simplement parce que dans les heures qui précédaient, j'avais menti au Premier ministre et au Président de la République. Pas de repentance, peu de notes et quelques moments de vérité. Il y a 2 tabous que je n'ai pas transgressés, au moins. Le premier, contrairement à ce qui est écrit, je n'ai jamais juré ne pas détenir de compte sur la tête de mes enfants, jamais. Le deuxième tabou, mentir par écrit à l'administration dont j'avais la charge m'a semblé impossible. 2 heures durant, cet adepte de la boxe ne lâche rien au nom de l'enquête en cours. Est-ce que vous nous précisez la date et l'objet de ces déplacements en Suisse? Je le souhaiterais, mais je ne le peux pas, Monsieur le Président. À quelle date vous l'avez transféré à Singapour? Je suis contraint de vous faire la même réponse, Monsieur le Président. Je ne peux pas vous répondre. Avez-vous le sentiment d'avoir été lâché dans cette affaire? Les choses sont assez difficiles comme cela pour que, avec votre autorisation, je me livre à l'étalage de mes sentiments personnels. Encore une fois, je préfère les garder pour moi. 2 heures avec finalement peu d'informations, mais le sentiment d'un homme combatif, refusant de se poser en victime, sauf, dit-il, de lui-même. Voilà, avant de vous rendre l'antenne, avant de terminer cette édition, bien sûr, le rappel de ce qui a fait l'essentiel ce matin, l'arrivée du président américain hier soir à Dakar. Barack Obama a reçu avec tous les honneurs à la dimension de l'homme, à l'accueil le couple présidentiel, le Conseil économique, social et environnemental, l'ensemble du gouvernement venu dérouler le tapis rouge à la plus grande puissance mondiale. L'ambiance d'arrivée des moments historiques que nous avons revus
ce matin, nous avons remonté l'histoire également. 3 chefs d'État américains ont eu à visiter le Sénégal, Roosevelt, Clinton et Bush en 2003. Des étapes que nous avons revisitées ce matin. Le 44e président des États-Unis arrive à son tour. Barack Obama, au noir de 47 ans, qui est l'homme que nous accueillons. Son profil, qui est cet homme sorti de l'ordinaire aujourd'hui, locataire à la Maison-Blanche. Son parcours dans ce journal, dans l'actualité aussi ce matin, l'état de santé de Nelson Mandela qui ne cesse de s'affaiblir. L'ancien président est depuis hier sous assistance respiratoire. L'icône sud-africaine est hospitalisée depuis maintenant 18 jours pour une infection pulmonaire. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Très belle journée. Très belle